Pierre Assouline, j'ai lu avec délectation L'Annonce, qui est un livre magnifique, avec deux parties inégales, d'abord en durée dans le livre et puis en ton, parce que la première partie, disons, plus joyeuse, elle correspond quand même à la jeunesse et puis à de l'espoir, et la deuxième partie est plus sombre, mais on va y revenir. Et néanmoins, dans ces deux parties, j'ai trouvé deux constats communs. L'un, d'abord évidemment dans la phrase en exergue de David Grossman qui traverse tout le livre, y compris dans le titre, bien sûr, l'annonce, référence à une femme fuyant l'annonce, un livre magnifique. Et la phrase de David Grossman est tragiquement, Israël n'a pas réussi à guérir l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne pas se sentir chez soi dans le monde. Donc ça, c'est une première donnée. Et la deuxième, c'est dans ce que vous dites à la fois dans la première partie, qui est de 50 ans avant, c'est-à-dire octobre 73, déclenchement de la guerre du Kippour, et deuxième partie, 7 octobre 23, évidemment, le massacre dans le sud d'Israël. Et vous dites au fond, dans l'une et l'autre partie, Israël tient parce que n'a pas d'autre choix, et son peuple n'a nulle part où aller. Et donc, ma première question, c'était qu'au fond, le séfarade que vous êtes et qui l'assume, avec beaucoup même d'humour, et on reviendra sur l'humour qui est très présent, finalement est presque aussi pessimiste que l'ashkénaze que je suis. Je crains que vous n'ayez raison, parce que c'est vrai que je suis d'un tempérament optimiste, de toute façon. Mais là, j'ai un peu plus de mal. Et même en me forçant, si j'ai fait figurer la phrase de David Grossman en épigraphe, d'abord c'est que je dois beaucoup à son livre, Une femme fuyant l'annonce. La phrase n'est pas extraite du livre. Non, elle est extraite d'un discours aux libraires allemands à l'occasion de la remise d'un prix. Mais cette phrase que j'avais entendue à la radio m'a beaucoup frappé parce qu'elle est terrible. Bon, je sais qu'il a perdu son fils, etc. Et donc, il y a l'onde de choc. À la fin de la guerre du Liban, le dernier mort de la guerre du Liban. Voilà, il y a l'onde de choc non seulement de cette perte dont il ne s'est jamais remis, mais aussi du discours qu'il a prononcé, dont j'ai repris juste une phrase, qui est le titre du discours, quand il a été publié, c'est « Notre famille a perdu la guerre ». Tant de gens peuvent dire ça aujourd'hui en Israël. Ça, c'est tragique. Alors oui, le pessimisme, oui, je l'assume parce que ce qui s'est passé depuis 1 an et demi est inédit. Non pas... Enfin, si, l'ampleur du massacre est inédite, mais il y a eu des horreurs, malheureusement, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. C'est non pas des guerres, mais une guerre sans fin. Une seule guerre sans fin. Elle n'a jamais cessé. D'autant que tout le monde est sous les drapeaux en permanence. Et l'état d'alerte est permanent. Et donc ça ne... Voilà, les gens découvrent ça quand ils regardent la télévision, mais on a envie de leur dire, les sirènes, les alertes, c'est tout le temps. Et d'ailleurs, vous dites, mais on y reviendra aussi, comment un peuple peut-il tenir en étant en permanence en guerre, alors, presque pour toujours. Ce n'est pas seulement d'être en guerre, c'est... On a toujours dit, s'ils tiennent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ce que disait Golda Meir. On a gagné parce qu'on n'avait pas le choix. Donc des guerres existentielles. Mais surtout, on a à chaque fois parlé de l'extraordinaire résilience des Israéliens. Sauf que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où le fil de la résilience, qui est un câble, il n'y a pas un moment où ça rompt, parce qu'on ne peut pas demander à un peuple d'être résilient. Ça fait quand même 75 ans qu'ils sont résilients. On ne va pas leur demander de l'être encore dans les 75 ans à venir. Il y a quand même un phénomène qui se passe cette fois-ci qui ne se passait pas avant, entre autres 1001 phénomènes inédits, c'est que la Yérida, c'est-à-dire le départ d'Israël vers la diaspora, est plus importante que l'Alia. Ouais, et ça, évidemment, ça fait bondir pas mal de gens, enfin, chez les Juifs. N'empêche que ceux qui le disent, c'est la Sornout, c'est l'agence juive, qui a les chiffres, et qui le dit elle-même, elle est très honnête. Les chiffres sont transparents. Et ça, je le comprends, on peut le comprendre, parce que c'est une situation insupportable à vivre. Pas seulement la guerre, mais la situation économique, c'est difficile, c'est très difficile. Donc la résilience, oui,
Mais jusqu'à quand? Alors, on va commencer par la partie, disons, la plus joyeuse, la plus légère. D'abord parce que c'est la partie qui Oui. concerne votre jeunesse, et avec en effet beaucoup d'humour. Vous définissez votre judaïsme dès le départ comme, au départ, il était assez sartrien, c'est-à-dire que au fond, était juif celui qui était considéré par l'autre avec un regard antisémite. À partir de quand avez-vous, au fond, cette rhétorique qui vous séduisait, vous avez rompu avec elle? Très tôt, hein, parce que ça c'était quand j'étais étudiant. Bon, mon personnage, Raphaël. Oui, bon, enfin bon, c'est moi. Oui. C'est très autobiographique. Oui, c'est totalement autobiographique et je l'assume bien sûr. Disons que très vite, et en fait je pense que ça s'est cristallisé justement en Israël. En arrivant en Israël, en octobre 73, je me suis dit, mais comment j'ai pu me faire avoir par Sartre, que j'admirais comme... Alors, on n'était pas loin de mai 68, hein, donc il faut imaginer. Cette idée que le juif n'existe que par rapport à l'antisémite, enfin, c'est hallucinant. Voilà. Et je m'étais fait prendre, comme beaucoup. Oui, moi aussi, quand j'avais lu jeune la réflexion sur la question juive, j'avais trouvé ça lumineux. C'était lumineux, parce que l'empire de Sartre sur les consciences intellectuelles, surtout chez les jeunes, c'était énorme. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Donc je m'en suis débarrassé assez vite. Alors sur votre identité, vous dites aussi dans votre jeunesse, où à la fois vous êtes un amoureux de la littérature, de la culture française, et vous avez milité assez tôt avec une militance juive, si j'ose dire. Et vous dites, au fond, j'étais français le jour et juif la nuit. Et plus loin, vous dites, et ça m'a fait penser à la définition de Marc Bloch sur les Français, disant qu'au fond, on était français quand on aimait à la fois la fête de la Fédération et le Sacre de Reims. Et vous dites, moi, je sais Peggy plus la conscience d'être juif, au fond. Oui, d'autant que... Enfin, j'aime bien l'image que vous évoquez, parce que cette image, qui peut paraître double, elle est réunie à un endroit de Paris que personne n'a remarqué, et que j'ai remarqué juste parce que je suis passé devant par hasard. C'est dans la synagogue de la Victoire. À l'intérieur de la synagogue, il y a une cour. Oui, je connais bien. Et souvent, on fait de Hanouka là-bas. Enfin, il y a des fêtes qui se déroulent. Et il y a un renfoncement. Là où il y avait le petit oratoire de la rue Saint-Georges. Oui, c'est ça. Et il y a un renfoncement dans cette cour où il y a un mur et il y a des sortes d'ex-voto, donc à des juifs glorieux. Et tout en bas, il y a une plaque à la mémoire de Charles Péguy et de ses frères juifs. Oui, je n'ai jamais remarqué. Et c'est écrit, c'est la veuve de Charles Péguy qui a demandé à ce que ça soit là. Et je trouve que là, dans cette plaque, je me suis retrouvé. C'est à la fois le Péguy de notre jeunesse, de la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, et puis le Péguy de ses frères juifs, quoi. Exactement. Et c'est à la synagogue. Oui, c'est une formule, hein, français le jour. Pourquoi? Parce que le jour, je suis étudiant en histoire, etc. Oui, mais plus loin, vous êtes baigné de la culture française. Je suis en plein dedans, dans la langue française. Dans la langue, exactement. Très important. Et le soir, parce que c'est le soir qu'on militait le plus, parce que j'étais dans un mouvement de jeunesse sioniste socialiste, et on militait, on collait des affiches, et on faisait beaucoup de formations idéologiques. Je ne serais probablement pas parti comme volontaire en octobre 73, si je n'avais pas passé 5 ou 6 ans... De cette militance. D'avoir baigné dans ce... Parce que c'était... on étudiait les textes idéologiques, hein, de Herzl, bien sûr, mais de Borochov, de Katznelson, de tous ces gens-là. Donc on était très... Enfin, c'était un petit mouvement, mais très activiste, le CLES, qui était affilié au Parti du Travail, à Avoda. À Avoda. Oui. Alors, en octobre 73, guerre du Kippour, le jour de Kippour, ça commence en effet le livre assez drôlement par ce qu'on a tous vécu ce jour-là. C'est-à-dire, moi je me souviens que je suis arrivée à la Victoire où ma mère était, depuis toujours,
avant que moi j'émigre vers un judaïsme plus libéral, mais je suis arrivée en ayant moi entendu la radio. Et je me souviens très bien d'être arrivée et les femmes étant en haut, à la victoire, évidemment coupées de tout, coupées même du son du bas. Ça a été, c'est abruissait de partout. Tous ceux qui, comme moi, arrivaient en milieu de journée pour Yizkor, parce que Yizkor était en milieu de journée, étaient tétanisés par ce qu'ils apprenaient. Alors vous partez à ce moment-là et ça s'impose pour vous comme une évidence de partir. Oui, enfin, on était un petit groupe, hein, parce qu'il fallait préparer, il ne fallait pas y aller comme ça. Donc on a nos correspondants en Israël ont organisé quelque chose pour qu'il y ait un accueil et surtout chercher un moshav qui aurait besoin de nous. Et il y a eu un moshav tout de suite qui s'est présenté entre Ashdod et Kiryat Gat et qui était un moshav dont il n'y avait plus d'hommes. Forcément, ils étaient tous mobilisés. Vous y découvrez Israël, où tout le monde est juif, même des types qui ne sont pas des chic types. C'est-à-dire, vous montrez la diversité. Oui, il y a de tout, on voit tout de suite de tout. J'avais eu tendance à l'idéaliser. J'avais été dans ma jeunesse une fois et c'était très... Vous savez, c'est tout bête, mais parmi les choses dont j'ai pris conscience en écrivant ce livre, et comme vous le savez, tout écrivain a besoin d'écrire pour comprendre ce qui lui arrive, d'écrire les choses. Et notamment, il y a une chose dont on n'avait pas conscience en 1973, nous, le petit groupe de jeunes, c'est qu'Israël avait 25 ans. Bien sûr. Mais c'est rien, 25 ans. C'est rien du tout. C'est même pas que c'est jeune, pour un pays, c'est un pays débutant. Alors aujourd'hui, on dit oui, Israël a 75 ans. Même 75 ans, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça paraît beaucoup quand même, 75 ans. Il y a au moins 2 ou 3 générations qui n'ont pas connu ça. Mais 25 ans, et c'est surtout, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais ça, on n'en avait pas du tout conscience. Alors vous arrivez dans ce moshav. Alors là, il y a des pages assez gaies sur la fonction qu'on vous y trouve, qui est de vous occuper de dindons. Oui. D'ailleurs, vous n'êtes pas particulièrement doué. Non, mais qui est doué? Vous savez, quand on passe d'étudiant en histoire à Nanterre à un loul, un poulailler où il y a 2000 dindons qui vous attendent, qui viennent d'arriver. Parce que c'était ça aussi, les moshavs, le problème des moshavim, c'est qu'ils venaient de recevoir tout ce qu'ils allaient exploiter, sauf qu'au moment où ils l'ont reçu, et tout le monde est parti. À la guerre. C'est un peu ce qui s'est passé là, après le 7 octobre, où beaucoup ont été mobilisés dans les moshavs. Voilà, oui, mais alors, quand on est avocat, publicitaire, qu'on est mobilisé, on peut mettre son agence entre parenthèses. Mais quand vous avez 2000 dindons qui viennent d'arriver et que le lendemain, vous partez dans votre char dans le Sinaï, moi, il restait donc une jeune femme et ses 2 enfants en bas âge et qui m'a dit j'ai besoin de vous. Alors, c'est un voyage initiatique à plusieurs niveaux et baigné, on en parlait avant cet entretien, par la recherche, sans jamais le trouver, de Leonard Cohen. Leonard Cohen qui lui aussi qui a pris comme une évidence de partir pour être là, pour chanter pour les soldats. Et vous, c'est votre idole. Et vous le recherchez sans jamais le trouver. D'ailleurs, vous le poursuivez à travers le pays en essayant de trouver un concert. Cohen a fait partie des volontaires juifs de toute la diaspora qui sont venus spontanément. Lui, il était à Hydra, dans son île, tranquillement, dans sa dépression aussi. Il avait 38 ans, était très dépressif. Et il a entendu ça, il a pris le bateau pour Athènes, et d'Athènes, il a pris le premier avion. Comment il a pu trouver une place, je ne sais pas, mais il est arrivé. Et quand il a débarqué, il a dit, mais c'est où la guerre? On lui a dit, si vous voulez y aller. Hein. Il a loué une voiture. Il est allé dans le Sinaï. Il est allé, mais le plus extraordinaire, c'est qu'on l'a laissé passer et qu'il a même traversé le canal de Suez. Ce qui est quand même, c'est un civil, en plus un civil étranger. Enfin bon, c'est Leonard Cohen. Et alors, dès qu'il voyait un attroupement de soldats un peu désœuvrés qui fumaient une cigarette entre 2 pauses, il allait avec une caisse à savon, il s'asseyait et il jouait et il chantait pour eux. Et ça a duré 15 jours, 3 semaines. Et dès que je l'ai appris, comme chaque Shabbat, on avait le droit de partir sillonner le pays. Et là, j'ai beaucoup appris parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens très divers. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver Leonard Cohen pour assister à un concert sauvage quand même.
Et je ne l'ai pas trouvé, Et évidemment. alors, il y a une page absolument hilarante, je veux dire, j'ai ri aux éclats, quand vous arrivez à l'Office du tourisme et vous voyez une vieille dame qui vous parle en français et vous dites « Je cherche Léonard Cohen ». Et elle vous dit « Comment vous appelez ça ?» Alors vous dites, plus exactement, elle dit « Comment vous appelez ?» Et alors vous lui répondez « Vous m'appelez beaucoup, vous aussi, madame ?» J'ai essayé de mettre un peu de... Et elle est absolument imperméable. Ouais, j'ai même essayé de lui chanter Oui. un petit peu Alléluia, le chant des partisans, enfin des choses que Léonard Cohen pouvait chanter, Oui, mais il est resté tout à fait absolument étranger de marbre à tout ça. Non. Alors, Je cherchais un Cohen en Israël, c'est quand oui, même... vous avez dit, là-bas, c'est où Cohen ou Lévy Oui, Alors, toute cette partie de ce voyage, vous faites pas mal de digressions aussi, y compris sur la langue. Vous parlez beaucoup de Ben Yehuda. Mais il faut lui rendre hommage. Qui veut lui rendre hommage, qui a réinventé à la fin du 19e la langue hébraïque, moderne, celle dont Amos Oz dit c'est à la fois la langue des prophètes et celle où on dit « descends donc les poubelles ». Quand on est écrivain, il disait c'est le problème de la littérature israélienne, que le personnage principal parle cette langue biblique et en même temps, il la parle aussi pour dire des choses sans grand intérêt. Mais Ben Yehuda, j'étais fasciné par lui. Et puis, c'est surtout le fait que je connais beaucoup d'Israéliens, j'ai pas mal d'amis là-bas, gauche ou droite, peu importe. Et ce qui les réunit, c'est quand ils disent, même si un jour Israël disparaissait, ou enfin bon, il y a une chose qui restera et qui est la plus belle conquête du sionisme, c'est la résurrection d'une langue ancienne, pas d'une langue morte, oui, mais d'une langue ancienne qui n'existait que sur le plan liturgique, mais qui ne se parlait pas vraiment. Et même s'il y a le yiddish qui est évidemment qui emprunte beaucoup, ou le judéo-espagnol qui emprunte, mais la résurrection de l'hébreu pour en faire l'ivrite, ça c'est la plus belle conquête du sionisme. Et ça, personne ne peut l'enlever à Israël. Oui, c'est vrai que le personnage de Ben Yehuda n'est pas extrêmement connu dans... Il a ses rues, il a tout ça, mais il faudrait le connaître. Et puis, vous imaginez, quand il a décidé qu'il fallait qu'il y ait une langue nationale, le premier, c'était son fils. Et sa femme. Et sa femme, oui. Mais son fils qui venait de naître, pour ne pas qu'il soit contaminé par ce qu'il entendait dans la rue, c'est-à-dire l'arabe, le yiddish, etc., il l'a enfermé pour qu'il n'entende que ses parents parler cette nouvelle langue. D'ailleurs, le fils a écrit ses mémoires aussi, c'est passionnant. Comme quoi des éducations totalitaires, quelquefois, conditionnent de manière positive. D'ailleurs, dans ce livre magnifique que vous avez sûrement lu d'Amos Oz, Une histoire d'amour et de ténèbres, il raconte très bien que dans sa jeunesse, à Jérusalem, il y avait une interdiction absolue de parler yiddish. Oui. Alors qu'à la maison, c'était une tentation de parler yiddish, mais dès qu'il sortait, c'était... Alors que dans la diaspora, au contraire, toutes les générations, ma grand-mère et autres, parlaient yiddish parce que c'était cette façon d'être lié au peuple juif. C'est assez intéressant. Alors, revenons à 73 et éventuellement aux comparaisons avec 2023. Il y a l'imminence de l'attaque à laquelle on ne veut pas croire. Enfin, plus exactement, là, l'imminence de l'attaque a été notamment par les guetteuses, ces femmes magnifiques et héroïnes et qui ont payé de leur vie et martyrs, qui l'avaient signalé et ça n'a pas été traduit, ça n'a pas été compris. Tandis qu'en 1973, Golda est très consciente de l'imminence de l'attaque, mais ne veut pas, parce que c'est quelques années après la guerre des 6 jours, ne veut pas déclencher d'attaque préventive. Mais alors, par rapport à 2023, c'est qu'il y a eu une commission d'enquête, la commission Agranat, qui quand même a mis en cause l'armée. Oui. Et pas tant les politiques. Elle a démissionné. Mais elle était admirable. Moshe Dayan se serait accroché s'il avait pu, mais il n'a pas pu. Mais elle a été admirable. Elle a attendu quelques mois et d'elle-même, elle a pris sa part de responsabilité. Exactement. On a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, le Premier ministre actuel prenne sa part de responsabilité. C'est bien ce qui se passe. Il n'est même pas allé dans... Il n'est même pas allé à Niroz. Non, mais il a même accablé très vite, alors que c'était le début, les renseignements, le Shin Bet, le Mossad, etc. Alors que déjà,
avant même que l'actuelle commission d'enquête ait rendu son rapport, même s'il y a eu quelques fuites, les chefs d'état-major ont démissionné et les chefs de différents services impliqués ont démissionné. Chacun a pris sa part de responsabilité, sauf le principal. Alors, dans votre livre, il y a la très belle histoire d'Esther, ces personnages qui traversent le livre hier et aujourd'hui, comme l'héroïne d'un grand amour. Et cette jeune femme, à l'époque, que vous rencontrez, elle a une fonction terrible au sein de l'armée, c'est celle de l'annonce, et d'aller annoncer aux familles qui venaient de perdre un soldat. C'est ce qu'il y a de pire. Enfin, il y a deux choses qui sont pires. C'est pas seulement l'annonce de la mort, c'est de ne pas savoir. Oui. C'est savoir et ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est une torture permanente, c'est-à-dire est-ce qu'il est disparu ou pas disparu. D'ailleurs, ça se passe actuellement. Ne pas savoir, c'est une torture, mais savoir, c'est un choc terrible. Et donc, elle-même a été formée pour ça. Un choc d'ailleurs avant même qu'on le dise, c'est-à-dire le fait de sonner à la porte. Alors, même avant. Parce que dans le protocole, on demande au binôme de se garer la Jeep, loin, enfin au bout de la rue. Parce que déjà, le fait de voir une Jeep s'arrêter devant votre maison, les gens commencent à comprendre qu'il y a un problème. Donc il faut se garer plus loin. Ensuite, il faut écouter à la porte pour voir s'il y a des gens ou pas, s'il y a plusieurs personnes ou s'il y a une seule personne. Ensuite, il faut faire un petit repérage rapide pour voir, prendre des dispositions, si c'est une maison ou un appartement dans un immeuble. Parce que si c'est une maison, un rez-de-jardin, il n'y a pas de risque de défenestration. Parce qu'il y a des gens qui réagissent comme ça. Et puis, taper doucement à la porte plutôt que sonner, parce que sonner, c'est violent. Ensuite, dans le protocole, on dit aussi pas de câlin. Pas toucher. Pas toucher, pas de câlin, etc. Parce que ce n'est pas votre rôle. Il y a une équipe psychologique d'accompagnement qui viendra le soir et toute la semaine pendant le Shiva pour soutenir psychologiquement. Sauf que il y a des cas où les gens se jettent dans vos bras. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas les repousser. Il y a des cas où il y a des femmes qui réagissent apparemment froidement, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est simplement parce qu'elles ont des jeunes enfants et elles ne veulent pas donner le spectacle d'une mère qui s'effondre. Bref, il y a tous les cas possibles. Mais c'est terrible parce que pour la jeune femme qui annonce, la jeune soldate, elle sait qu'elle apporte une nouvelle qui va déclencher définitivement dans la vie des gens qui sont là un avant et un après. Et ça, c'est très fort dans cette partie du livre où, au fond, vous découvrez à la fois et en même temps l'amour et la mort. Voilà. Eros et Thanatos, en même temps. Alors, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, ce sont les conditions de cette découverte. Vous repartez en France, vous revenez de multiples fois en Israël, et la deuxième partie du livre, c'est 50 ans plus tard, donc après le 7 octobre. Alors, je précise juste, pardon Anne de vous interrompre, que mon point de départ, j'ai commencé ce livre avant le 7 octobre, un an et demi avant, parce que je me suis dit, voilà, ça va faire 50 ans, c'est le moment. Voilà, j'aurais pas pu l'écrire avant, c'est le moment. Et le point de départ, ce qui me hantait, c'était cette jeune fille, Esther, et ce qu'elle faisait, et cette découverte simultanée, comme vous l'avez dit, de l'amour et de la mort. Donc j'étais parti comme ça. Et là-dessus, alors que je terminais l'écriture, est tombé le 7 octobre. Et la nouvelle m'est tombée dessus, et donc la sidération partagée par tout le monde. Et dès que je me suis sorti de la sidération, je me suis dit, je ne peux pas ne pas écrire, ne pas tenir compte. Bien sûr. En plus, c'est 50 ans, presque jour pour jour. Mais heure pour heure, pas quasiment. Oui, j'avais pas remarqué avant que c'était le 6 octobre 73. 6 octobre, 7 octobre. C'est à incroyable. Quelques heures près, ce qui est quand même inouï. Hein. Et donc, je ne pouvais pas l'ignorer. Et c'est là que j'ai fait cette ellipse de 50 ans entre avant et après. Et là, si vous voulez, ça m'a permis d'entrer dans quelque chose que je ruminais de manière un peu sombre et en même temps peut-être éclairée sur le passage du temps chez les êtres. Parce que quand on retrouve, tout le monde a connu quelqu'un dans sa jeunesse qu'il a aimé, et si on le ou la retrouve très longtemps après, ben, évidemment,
physiquement, tout le monde change, etc., et mentalement. Mais la personne nous renvoie aussitôt le reflet de notre propre métamorphose. Donc, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, cette partie qui est à la fois la recherche d'Esther et puis la découverte du traumatisme psychologique de la population israélienne après le 7 octobre, rend cette partie, évidemment, ce que je disais au début, un peu plus sombre. Et curieusement, à ce moment-là, vous vous souvenez, ou peut-être était-ce déjà dans la première partie, d'un discours que je connaissais, le discours de Moshe Dayan, à Naaloz, je crois. Oui, je crois que mais sur la frontière. Sur la frontière, avec Gaza. à un moment où Naaloz avait 2 ans d'existence, voilà, pour l'enterrement d'un gardien de la sécurité voilà. du kibbutz. Et il était venu. Il avait fait un discours magnifique. Et ce qu'il dit, ça glace le sang. Un discours, mais absolument prémonitoire, voilà, qui date donc de 1956, et dont en 1973 vous avez la connaissance parce que le père d'Esther vous en parle. Oui, parce que lui, il l'a vécu, il l'avait entendu. Au-delà du sillon de la frontière, un océan de haine et de désir de vengeance gonfle, c'est Dayan qui parle, en attendant le jour où la sérénité viendra affaiblir notre vigilance. Soyons lucides sur nous-mêmes, ne craignons pas de regarder en face la haine qui consume et remplit les vies de centaines d'Arabes qui vivent autour de nous. Ne baissons pas les yeux de peur que nos bras ne s'affaiblissent. C'est le sort de notre génération, etc. etc. Mais c'est un discours absolument inouï. Je ne l'avais pas relu depuis le 7 octobre. Et c'est vraiment... Il y a une correspondance incroyable. Vous écrivez que jamais je n'avais vu tout un peuple vivre ensemble un désastre intime. C'est-à-dire que c'est en effet plus que les guerres, parce que les guerres, au fond, réagissaient à l'envahisseur, il fallait résister, il fallait se mobiliser. Là, c'est un désastre qui a atteint chaque Israélien de manière personnelle, parce que chacun connaît... Tout le monde connaît quelqu'un. Tout le monde connaît quelqu'un, voilà. Mais presque chaque Juif dans le monde a vécu ce désastre comme plus fort que la guerre des 6 jours, plus fort que 73, plus fort que les intifadas. Parce que 73, à la limite, c'est une guerre classique. C'est une invasion du territoire par des voisins qui envoient leurs armées et qui ont le soutien de toute la profondeur du monde arabe, qu'on pensait que même le Maroc a envoyé une brigade. Mais à la limite, c'est une guerre d'État pluriel contre un État. Voilà, c'est armée contre armée, c'est une guerre classique. Même si, ce qui n'est quand même pas si classique que ça, là, il y a une volonté d'éradication d'un peuple et d'un pays. Parce que la volonté de jeter les Israéliens à la mer a été très, très clairement affichée. Là, ce qui se passe, c'est effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas un juif dans le monde qui n'est pas atteint. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous solidaires, parce qu'il y en a qui sont antisionistes, il y en a qui se prétendent antisionistes, il y en a qui sont critiques vis-à-vis du gouvernement, etc. Il y a de tout, fort heureusement. Vous parlez du mot « maintenant », Arshav, au fond. C'est que... c'est un mot qui prend de la consistance en Israël tout de suite. On veut la libération des otages maintenant. Et c'est maintenant que se joue tout l'avenir. Enfin, ce mot « maintenant » a une résonance. Il est dans toutes les manifestations. Mais déjà, parce que moi j'avais participé aux manifestations avant le 7 octobre contre la refonte judiciaire. La refonte judiciaire, déjà, il y avait une grande inquiétude. Exactement. Grande inquiétude. Après, encore davantage, parce que d'abord, tout le monde sait que plus les otages restent dans ces conditions inhumaines, plus leur vie est en danger. Et ça pressait d'autant plus que le gouvernement, à commencer par Netanyahou, au contraire, veut installer la durée. Non pas le maintenant, mais le contraire du maintenant. Parce que plus il dure, ça c'est son illusion, plus il pense échapper à la fameuse commission d'enquête qui finira par arriver. Et plus les procès divers et variés. J'ai l'impression qu'on vit à tous les niveaux des bouleversements absolus de nouvelles... Et quand vous dites 2 phrases qui me semblent extrêmement fortes, qui est « l'antisémitisme a le sommeil léger », au fond, c'est un peu ça que chaque juif en diaspora a ressenti, c'est-à-dire que le fameux « plus jamais ça » redevenait possible. Et quand vous ajoutez « la haine des juifs est désormais tendance ». C'est en effet
tendance dans les campus américains, à Sciences Po. Enfin, en France, on est relativement plus protégé que l'Angleterre ou les États-Unis. Mais l'incompréhension de toute une jeunesse et de toute une gauche que l'islam radical est le danger absolu a été transférée sur les Juifs. Et ça vous semble invraisemblable. Enfin, c'est une parenthèse sur Sciences Po, maison que vous connaissez bien, que vous avez bien connue autrefois. J'ai bien connu. J'enseigne depuis 25 ans à Sciences Po Paris. C'est pas Sciences Po, hein, c'est-à-dire il y a eu une absence de direction, puisqu'il y a eu des problèmes divers et variés, pas du tout liés à la guerre Proche-Orient. Et pendant 6-7 mois, il y a un mouvement qui en a profité. Mais c'était quoi? C'était 150 personnes qui a rebaptisé l'Amphi-Boutmi, Amphi-Gaza. Oui, mais quand on voit autour de la péniche, enfin, qui est dans le hall, mais c'est 150 les bancs, personnes. Des manifs contre Israël, des gens couchés, le drapeau palestinien étendu sur le sol. Mais ça reste ultra minoritaire, il y a 14 000 étudiants. Et la majorité passive, comme d'habitude, et silencieuse face à ces activistes. Mais ces activistes, vous avez remarqué, depuis la rentrée, on les a plus entendus depuis le mois de septembre. Oui, il y a eu 1 ou 2 incidents récemment. Mais parce qu'il y a eu un directeur qui est arrivé et qui a mis de l'ordre et qui a fait régner l'ordre. Là, aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des campus, maintenant, qui sont relativement calmes. Mais il y a une réaction. Des donateurs ont réagi. J'ai lu ce matin encore Deborah Lipstadt, qui est donc ancienne représentante des États-Unis, et à qui on a proposé un poste à Columbia, et elle a dit, de prof, et elle a dit « Je n'irai pas là-bas parce que vous allez m'essentialiser pour dire non. » Vous voyez bien qu'on n'est pas antisémite, puisqu'elle vient enseigner chez nous. Or, dit-elle, ça continue chez vous, à Columbia. Donc, je ne veux pas être l'otage de ça. Donc, vous voyez, c'est pas fini. Toute cette histoire qui part du 7 octobre a fait des dégâts psychologiques, évidemment en Israël, mais en diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la phrase en épigraphe de David Grossman, elle n'a jamais été aussi vraie. C'est-à-dire que les Juifs ne savent plus où aller. Oui, et c'est d'ailleurs une conversation qui n'avait pas lieu, tellement en diaspora, de se demander où aller. Où est-ce qu'on pourrait vivre? Voilà. Qu'est-ce qui se passe si l'épouvantable arrive, de plusieurs sortes d'ailleurs, de plusieurs façons, y compris en Europe, avec une extrême droite qui peut prendre le pouvoir un peu partout. Et cette phrase « où aller » est devenue, non pas une question permanente, mais enfin un sujet. Entre juifs. C'est un sujet courant et permanent. Ça dépend des milieux, bien sûr. Mais moi, je l'entends tout le temps. Moi aussi. Les gens en parlent. Et quand ils font l'inventaire des pays, quand vous pensez qu'un pays comme l'Australie, où il n'y a pas beaucoup de juifs, où il y a un peu plus de musulmans, en Australie, il y a des manifestations anti-israéliennes, anti-sionistes et antisémites tous les jours. Il y en a tout le temps. Il suffit de lire la presse israélienne pour voir l'inventaire de tous les actes antisémites. Ça n'arrête jamais. Je parle, alors, l'Angleterre, la Belgique sont des pays où j'ai beaucoup été autrefois. Écoutez, puis c'est pas seulement par rapport à Israël. Il y a quelques jours, là, je fais un tour de France pour parler de mon livre, comme d'habitude, dans les librairies, et puis un peu aussi en Belgique, en Suisse. Et il y a quelques jours, j'étais à Mulhouse. Et le libraire m'a dit, il y aura 25 personnes. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave. Moi, je parlerai pour 25 personnes, ça ne me dérange pas. Au moins, ils sont motivés. Et il m'a dit, ils sont d'autant plus motivés que tu verras une chose, quand on va se balader dans la rue, la ville de Mulhouse est déserte à partir de 18h30. Mais déserte, il n'y avait que nous. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il y a 5 jours, il y a eu un attentat, c'est-à-dire qu'un type a poignardé à mort 2 personnes et a blessé gravement 3 policiers. Enfin, et il y a eu une psychose qui s'est installée. Les gens ne sortent plus le soir après 19h. Et donc les gens qui étaient là dans la librairie, c'était presque un acte de résistance. C'est inouï d'en arriver là. Et vous dites, au fond, la haine d'Israël est telle que si, au fond,
on ne lui crache pas la figure, on est mis hors jeu. Et c'est vrai aussi dans le métier que vous exercez et que j'exerce, dans le journalisme, où la nécessité de l'équivalence en permanence est devenue une règle. C'est-à-dire, on met en équivalence la parole d'une organisation terroriste, le Hamas, et la parole, on l'a vu au moment de l'enterrement et de la découverte du corps des petits Bibas. C'est-à-dire que les autorités légistes, de médecine légiste, reconnues dans le monde entier, ont dit de la façon dont ils sont morts à main nue. Et on continue de l'autre côté à dire c'est un bombardement. Et dans l'objectivité journalistique obligée, 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs, on connaît bien la formule, oui, ça c'est ce que dit Israël, mais le Hamas prétend qu'ils ont été tués par un bombardement. Anne, on est tous les deux journalistes, hein, vous l'avez rappelé. Et c'est une profession, c'est une passion et c'est un état d'esprit. Ce n'est pas uniquement une carte de presse. Moi, j'ai été nourri dans la grande presse, on y a travaillé tous les deux, parfois les mêmes journaux, comme l'Express ou d'autres. Eh bien, c'est un effondrement quand même, aujourd'hui. Pas seulement à cause des vérités alternatives de Trump, qui est déjà une notion hallucinante pour un journaliste, mais avant ça, de voir que des organes de presse qui, pour moi, avaient toute ma confiance, la BBC, oui. Quand la BBC est tous les jours reprise, et elle s'excuse à chaque fois, mais on a envie de lui dire, arrêtez de vous excuser, faites attention avant, quand ils disent par exemple, des otages israéliens ont été échangés contre des otages palestiniens. Ça a été dit, comme si les prisonniers étaient des otages. Ça a été dit sur une radio française qui a fait après oui, qui a aussitôt rectifié. Oui. Mais à la BBC, ça prend des jours et des jours de rectifier, et ce n'est pas la première fois. Et ça, on le voit dans toute la presse. La presse espagnole est antisioniste depuis très très longtemps. Et je vois des dérapages comme ça régulièrement. Donc il faut à chaque fois répondre et faire rectifier. Donc en tant que journaliste, moi je suis aussi attristé par cette situation, parce que je ne reconnais plus les journaux. Quand vous êtes, justement, après le 7 octobre, vous avez des discussions avec plusieurs générations de femmes, notamment israéliennes, et il y a quelqu'un qui vous demande si dans votre livre, vous allez parler de Gaza ou des Palestiniens. Et ça vous choque. Pourquoi ça vous choque? C'est surtout que ça me surprend, et en même temps, je m'y attends. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre, dans mon roman, parce que je me suis dit, à tous les coups, dans les rencontres que je vais faire dans des librairies, il y aura quelqu'un qui va lever la main et dire « Mais pourquoi vous ne parlez pas des Palestiniens de Gaza ?» Et donc je lui dirai « Mais monsieur, allez voir page 241, j'ai anticipé la réponse. » D'ailleurs, il y a un critique qui m'a dit « C'est embêtant de critiquer ton livre parce que tu as déjà anticipé, tu mets déjà la réponse à l'intérieur. » Et ça m'a renvoyé à une interview d'Oliver Stone à propos de Platoon. Vous savez, vous vous rappelez de Platoon? Je me souviens du film, oui. Le film sur la guerre du Vietnam, d'Oliver Stone qui avait fait la guerre du Vietnam. Et on lui a dit, mais c'est bizarre, hein, dans votre film, il n'y a pas de Vietnamiens. Et il a répondu, mais parce que quand j'y étais, on ne voyait jamais les Vietnamiens. Quand on les voyait, c'était trop tard. Oui, soit pour eux, soit pour nous. C'est ce qui est dit dans le livre aussi. Dans le livre, c'est qu'au moment, on n'a pas le temps de les connaître, parce qu'au moment où on les voit, c'est trop tard. Oui, parce que là, en l'occurrence, c'est l'ennemi. Bon, évidemment, les Palestiniens pourraient ne pas être l'ennemi permanent, mais pour la rencontre, c'est pas vraiment le moment. D'ailleurs, vous parlez du manque d'empathie qu'on reproche aux Israéliens, ce qui n'est pas complètement faux, parce que aujourd'hui, leur problème, c'est pas celui-là. Ils ne savent d'ailleurs pas vraiment tout ce qui s'est passé à Gaza. La télévision ne le dit pas. C'est pas seulement Gaza, c'est même au-delà. Ni en Cisjordanie, d'ailleurs. Je parle d'une bulle cognitive dans laquelle sont enfermés, non pas tous les Israéliens, mais beaucoup d'Israéliens. Les deux peuples enfermés dans leur douleur. Voilà, mais je connais moins bien les Palestiniens, évidemment. Je ne les connais même pas du tout, donc je ne peux pas en parler. Mais les Israéliens, pour beaucoup d'entre eux, sont dans cette bulle cognitive parce qu'il y a la mentalité bien compréhensible, eu égard à l'histoire,
de la citadelle assiégée. C'est une citadelle assiégée. Ils la vivent comme ça. On peut appeler ça le complexe de Masada, comme on veut, peu importe, mais on voit très bien à quoi on fait allusion. Et ça, c'est vrai que ça ne favorise pas l'empathie, ni pour le voisin, ni pour l'ennemi, ni pour l'adversaire. Ce qui est compréhensible, mais en tout cas, ça les isole. C'est évident. Alors, pour revenir sur le début de notre discussion, sur le pessimisme, dans cette deuxième partie, vous êtes presque... Enfin, vous vous posez la question du destin d'Israël. Et vous dites, un jour, vous dites quelque chose comme ça, un jour, ils pousseront si fort. 3 petits points, enfin, que quoi? Il y a autour d'Israël un cercle de la haine qui est celui de l'ensemble du monde arabo-musulman. Bien entendu, il y a des nuances. Quand on écoute aujourd'hui les dirigeants de l'Arabie saoudite, ils veulent faire la paix, avoir des accords commerciaux. Ils étaient en train de signer des accords commerciaux, des échanges. Donc, évidemment, il y a des nuances, il y a des moments. Mais globalement, je ressens, moi, ce cercle de la haine autour d'Israël, parce que les gouvernements ne sont pas intangibles. Je veux dire, ça bouge. Hein. MBS peut être renversé, il peut être assassiné, tout peut arriver, y compris en Jordanie, partout. Y compris au Qatar, où le jeu est quand même très complexe. Très ambigu, surtout. Très ambigu. Donc, ce cercle de la haine autour d'Israël m'effraie d'autant plus que lui correspond un autre cercle. C'est le cercle de la haine autour des Juifs dans le monde. Et le fait que ces deux cercles se soient développés simultanément depuis le 7 octobre, je pense qu'on fait face à une situation historique, inédite, dont je ne connais pas la solution, mais qui, c'est plus qu'elle interroge, quoi. Oui, elle interpelle, disons. Alors, il y a une phrase dans votre livre qui m'a été, à la fin de votre livre, qui m'a été proche et qui m'a interpellée, c'est que vous faites une citation, vous renvoyez à Pierre Nora, à ses travaux sur la mémoire, et vous dites « Que faire pour que la vie gagne et que le 7 octobre ne soit pas un moment calcifié de l'histoire ? Les lieux de mémoire du judaïsme, c'est la mémoire elle-même. » L'historien Pierre Nora avait vu juste. Et c'est peut-être ça l'espoir, au fond. Et peut-être que cet espoir réside aussi en diaspora. Qu'est-ce que, au fond, le judaïsme, où se vivra-t-il, et la mémoire du judaïsme le mieux? Allez savoir. Je ne sais pas. Ce que je vois en tout cas, c'est que jamais la diaspora n'a été aussi nécessaire à Israël. Et j'allais dire, et réciproquement. Parce que je sais que, comme vous le savez, beaucoup de Juifs en diaspora se veulent éloigner d'Israël. Je connais même certains qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, alors qu'ils ont fait le tour du monde 2 fois. Parce qu'il y a une sorte d'attirance et répulsion. Ils veulent se distinguer en permanence. Non, je ne suis pas, je suis américain, je suis anglais, je ne suis pas, etc. Ça m'a renvoyé à une lecture qui avait été, à 2 lectures, enfin même à d'autres, mais la première qui avait commencé mon pessimisme, il y a une vingtaine d'années, un livre terrible de Jean-Claude Milner, Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Absolument. Parce qu'il annonçait en grande partie ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il disait que l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien n'a jamais disparu. Il ne faut pas grand-chose pour qu'il ressuscite. Il le réactualise d'ailleurs aujourd'hui, je l'ai entendu dans une conférence, répéter en effet ça, pour expliquer bien l'anti-judaïsme antique, traditionnel si j'ose dire, à quel point aujourd'hui il se retrouve. Il s'est revivifié. Et ça, pour moi, c'est effrayant. C'est effrayant parce que ça rejoint des peurs, ça réveille des peurs. Et un autre livre qui m'est revenu en tête, c'est que vous avez lu parce que vous connaissiez bien l'auteur Jean Daniel, c'est La prison juive. La prison juive, oui. Vous vous rappelez de ce livre? Très bien. Et qui était terrible. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Jean Daniel en privé, et je l'avais demandé, mais je lui ai dit, mais vous devez beaucoup souffrir, parce que finalement, ce que vous dites, c'est que vous aimeriez en sortir, mais vous ne pouvez pas.
déjà, bon, il avait changé de nom, donc pour ne pas être désigné comme juif. C'était une autre époque aussi. Oui, c'était une autre époque. C'était après la guerre. C'était après la guerre où on avait une moindre revendication d'un judaïsme plus positif. C'était pas identitaire, on n'était pas dans l'identitaire. Et là, il m'a dit, ben oui, mais pourquoi on ne peut pas cesser d'être juif? Je dis, mais je n'ai pas de réponse, mais je vous plains, parce que... Oui, de le vivre comme une prison. C'est une oppression permanente. Et je dis, c'est d'autant plus drôle que vous vouliez cesser d'être juif que vous consacrez 80% de vos éditoriaux dans Nouvel Obs aux Juifs ou alors à Israël. Vous ne parlez que de ça. Et vous voulez cesser d'être juif. Bon, en tout cas, on va clore cet entretien. En tout cas, vous remerciant beaucoup. Et surtout en engageant à lire ce livre magnifique, qui est à la fois un roman très autobiographique, mais un roman d'amour, et surtout une interrogation fondamentale sur ce que nous sommes et sur ce qui nous attend. Merci beaucoup, Pierre. Merci.